menu de 21e siècle. En Tunisie, la révolution a apporté la liberté et la justice, mais pas pour tout le monde. Quand j'ai su que j'étais libre, je n'y croyais pas. Pour des milliers de femmes, le combat continue. Parce que sans les égalités des chances, on ne peut pas aussi dire qu'on a la liberté. Quand l'art rime avec espoir. Je veux qu'ils aient des rêves. De jeunes artistes venus du monde entier offrent de la distraction, de l'inspiration, une expression aux enfants les plus pauvres du Kenya. Au Laos, ce sont des habitudes alimentaires millénaires qui sont remises en question. Aujourd'hui, nous avons dépisté 9 enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée et 2 cas de malnutrition aiguë sévère. Bonjour et bienvenue dans 21e siècle, je suis Charlotte Legris de la Salle. Depuis la Révolution en 2010, la Tunisie est un pays en pleine transition. Certains ont retrouvé la liberté et obtenu justice, mais pour beaucoup, pour les femmes en particulier, la lutte est loin d'être terminée. Elles sont nombreuses à se battre pour s'assurer que les femmes, toutes les femmes, auront leur place, leurs droits dans la nouvelle Tunisie qui se dessine. J'ai cru que jamais je ne sortirais de prison et serais libre de nouveau. Je ne pensais pas que cela arriverait. Rachida Kouki a 28 ans. Elle a passé 18 mois en prison pour un crime qu'elle n'a jamais commis, dit-elle. Ils m'ont accusée de quelque chose que je n'ai pas fait. Je n'ai pas eu l'occasion de me défendre. Mais le cours de l'histoire s'en est chargé, ainsi que des femmes militantes qui ont saisi son cas. Et aujourd'hui, Rachida est de retour dans son village, à Djendouba. Elle peut, comme autrefois, aider sa mère lors de la cueillette des olives. Rachida est née ici, le nord-ouest de la Tunisie, l'une des régions les plus pauvres du pays. Une pauvreté qui a forcé Rachida à quitter l'école à 14 ans pour rejoindre la ville. À Tunis, la capitale, elle est devenue employée de maison. J'achetais des livres religieux et des carnets avec l'argent que je gagnais. Et je donnais le reste à ma famille. Employée de maison, femme de ménage, il n'y a souvent pas d'autre choix pour les jeunes filles tunisiennes. Et ici, comme dans tous les pays à travers le monde où les femmes pauvres travaillent comme domestiques, les abus sont malheureusement trop nombreux. Rachida fait partie de ces femmes abusées. Elle a travaillé plusieurs années dans différentes maisons avant d'être employée par une famille très riche, très influente, des proches du président Ben Ali, alors tout puissant. Au début, tout s'est bien passé, mais tout a changé lorsque la maîtresse de maison a donné naissance à un petit garçon. Quand elle a su que son fils était malade, là, nos problèmes ont commencé. Rachida s'est occupée du bébé jour et nuit, dormant parfois même le sol à ses côtés. Mais la mère trouvait qu'elle n'en faisait pas assez et s'est mise à la battre. Elle a d'abord commencé par se disputer avec moi, me crier dessus et m'insulter, jusqu'au jour où elle m'a vraiment frappée. Et depuis, elle n'a pas cessé de me battre. Elle a confisqué mon téléphone pour que je ne puisse pas contacter ma famille. Rachida est restée ainsi isolée, prisonnière, pendant plus de 4 ans. Impossible de quitter la maison. Des gardes surveillaient la porte. J'ai essayé de m'enfuir. Elle a appelé la police et ils m'ont arrêtée. Ils m'ont emmenée au poste de police. Et là, ils m'ont frappée avec un bâton. Des châtiments en toute impunité. Rachida ne pouvait supporter cette vie plus longtemps.
Je me suis dit, la vie en prison est meilleure que la vie dans cette maison. Geste de désespoir, appel à l'aide. Un jour, Rachida a mis le feu à un tapis dans la maison. Elle savait qu'elle irait en prison pour cela, mais elle préférait cette prison à l'enfer qu'elle vivait. Elle a été accusée de vouloir tuer la famille. Inculpée et emprisonnée, sans aucun moyen de défense. Un verdict d'emprisonnement à perpétuité, 2 fois. Quand j'ai entendu ce verdict, j'ai perdu tout espoir. Je pensais que ma vie était finie. Rachida a senti qu'elle a été totalement, elle a été terrassée par cette injustice. Tout le monde avait peur. Qui pouvait s'élever contre ces injustices ? À cette époque, nous explique Hayat Jazar, avocate et militante, très peu de personnes avaient les moyens de s'opposer à la puissante élite. L'injustice de Rachida était parmi la corruption et tout ce qui était avant 2011. Rachida et sa famille n'étaient en effet pas les seuls à souffrir du régime du président Ben Ali. Depuis des décennies, les Tunisiens vivaient dans la peur de la répression. La corruption était la règle, entretenue par une pauvreté endémique. Lorsque Mohamed Bouazizi, jeune vendeur de fruits et légumes, s'est immolé par le feu en signe de désespoir après des années d'humiliation, la révolte a gagné les rues. Les Tunisiens ont exigé la fin de cette tyrannie. Une révolution. D'abord une vague de soulèvement qui a balayé tout le pays fin 2010, puis un souffle qui a touché tous les pays arabes. En janvier 2011, la révolte avait déjà payé. Ben Ali fuyait, laissant la porte ouverte pour une élection et un gouvernement de transition, un nouvel espoir pour une nouvelle Tunisie. Et pour toutes les femmes du pays, pour Rachida, lorsque le régime s'est effondré, sa mère, Saïda, a défendu son cas auprès de l'AFTD, l'Association pour les femmes tunisiennes démocrates, une organisation établie depuis longtemps. Elle a demandé leur aide. L'avocate Hayat Jazar faisait partie de cette association. Elle a jugé que cette affaire pouvait être de nouveau examinée et le déni de justice réparé. Elle a fait appel au nouveau président dans l'espoir d'obtenir une grâce et l'abrogation de la peine. J'étais tellement heureuse alors, je me suis dit, il y a une petite lueur d'espoir. « 18 mois plus tard, elle a obtenu une réponse. Le président de la République a donné sa grâce et Rachida a été libérée le 25 juillet 2012. Quand j'ai su que j'étais libre, je n'y croyais pas. Je ne me rappelle de rien de ce jour-là. J'étais sous le choc. Je retournais enfin à la maison. Je ne pouvais pas y croire. Au début, je croyais qu'ils ne quitteraient jamais cet endroit. Mais grâce à Dieu, ils l'ont laissé partir. S'il n'y avait pas eu la révolution, rien de tout cela ne serait arrivé. Depuis cette révolution, la corruption qui gangrénait également le système judiciaire fait l'objet d'enquêtes. Et Hayat Jazar prépare un dossier contre la famille qui retenait Rachida. Car si Rachida est aujourd'hui libre, des milliers d'autres luttent encore dans l'ombre. La révolution, non, n'est pas finie. Nous sommes entrés dans un processus révolutionnaire. Et le processus révolutionnaire n'est pas encore fini parce que les gens défendent leurs droits à la vie, leurs droits socio-économiques, leurs droits au développement durable. Halima Djouini est une activiste, l'un des membres fondateurs de la FTD.
Le but de la FTD est de s'assurer que parmi toutes les victoires obtenues lors de cette révolution, les droits des femmes ne sont pas oubliés. Pour cela, la FTD est soutenue par le Fonds des Nations Unies pour la démocratie et a mis en place un système de surveillance. Il faut détecter exactement le genre de discrimination dont Rachida a été victime, repérer toutes les formes d'injustice subies par les femmes, qu'elles soient politiques, sociales, économiques. La FTD suit également pas à pas la réforme de la justice en cours en s'assurant que les procès sont équitables. Cet observatoire est très très important pour nous pour que les femmes aient les mêmes l'égalité de chance et l'égalité pour atteindre une citoyenneté effective. Alors que la nouvelle constitution est en train d'être élaborée au Parlement par le gouvernement de transition, le rôle de ce groupe de pression est donc d'aider les femmes à exprimer leurs griefs, à défendre leurs droits. Leur crainte, la poussée des partis islamistes dans un pays autrefois majoritairement laïque. L'égalité, la parité, si durement acquises, sont aujourd'hui menacées. Les islamistes sont majoritaires à l'Assemblée nationale constituante où maintenant ils ont pris le pouvoir. Nous sommes en train de contrôler la rédaction des articles pour que la démocratie s'installe dans ce pays et pour que l'égalité entre hommes et femmes, citoyens et citoyennes, soit aussi installée dans la Constitution. Parce que sans les égalités des chances, dans l'enseignement, dans le travail et un travail décent et des conditions socio-économiques aussi décentes, on ne peut pas aussi dire qu'on a la liberté, qu'on a la citoyenneté effective. La citoyenneté, au-delà de la liberté, aujourd'hui, c'est la priorité pour Rachida. Elle n'est pas pressée de fonder une famille, d'avoir des enfants comme la plupart des femmes de son âge. Ce qu'elle veut, c'est trouver un travail avec un bon salaire pour pouvoir aider ses parents âgés. Les aider comme eux l'ont aidée à retrouver sa liberté. J'espère que Dieu lui donne longue vie, un emploi décent. Alors je me ferai plus de soucis pour elle. Je ne veux rien d'autre. Je veux obtenir un emploi et travailler. Je veux faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Je vais aider ma famille à avoir la meilleure vie possible. La solidarité avec les plus pauvres ne passe pas forcément par l'aide matérielle. La distraction, la confiance en soi, l'espoir sont aussi essentiels. C'est la conviction d'un groupe de jeunes artistes venus du monde entier apporter leur pinceau, mais aussi leur enthousiasme aux enfants du Kenya. Il est très tôt dans ce petit village du Kenya, pas très loin de Mombasa. Pour cette jeune fille, c'est un jour pas comme les autres qui commence. Elle s'appelle Alice Mwanjala. Elle n'avait que 6 ans lorsque ses parents sont morts du sida. J'avais 2 sœurs. Quand mes parents sont morts, c'est ma tante qui m'a prise. Elle est allée vivre avec sa grand-mère, malade, sa tante Agnès et ses 5 petits-enfants. Une grande famille et une vie difficile. Aujourd'hui, Alice a 14 ans et elle s'apprête à découvrir quelque chose de nouveau. Pourquoi as-tu choisi de dessiner ces images? Ça me rend heureuse. Ce que j'espère avec ce projet, c'est encourager les enfants à trouver l'espoir en l'avenir. Je veux qu'ils aient des rêves. Jimin est l'une des 15 artistes internationaux qui se sont portés volontaires pour venir jusqu'au Kenya partager leurs talents avec les enfants d'ici. Des enfants pauvres, dont la majorité sont comme Alice, des orphelins du sida. Ces artistes viennent de Corée, des États-Unis, de Grande-Bretagne. Ils espèrent qu'à travers l'art, près de 200 enfants vont apprendre à peindre, bien sûr, mais plus que cela. Rêver, s'exprimer, espérer.
Jimin travaille sur ce projet depuis 2011. C'est elle qui dirige l'équipe. Ils peuvent s'exprimer. Les choses qu'ils gardent à l'intérieur d'eux-mêmes vont naturellement sortir. Quand je regarde les dessins d'enfants, c'est très touchant. L'un des enfants est porteur du VIH et il fait un portrait très différent de ceux des autres élèves. Ce petit garçon n'est pas un cas isolé. Le Kenya et cette région de l'Afrique concentrent les taux d'infection par le VIH les plus élevés au monde. Selon l'ONU-SIDA, ce sont plus de 1,6 million de personnes en Afrique subsaharienne qui vivent avec le virus. Parmi elles, beaucoup d'enfants. Au Kenya, ils sont 220 000. Et beaucoup ont eux-mêmes perdu leurs parents à cause de la maladie. Ils sont condamnés à une grande pauvreté, une enfance où le jeu, la créativité, l'espoir ont peu de place. Savez-vous c'est quoi ça? Les artistes ont installé leur classe dans 3 villages différents. Ils commencent par initier les enfants à l'utilisation du matériel. Inconnu pour beaucoup. Je n'avais jamais vu de pinceau avant. Est-ce que c'est pour chatouiller quelqu'un comme ça? Quand j'ai touché le pinceau, j'ai senti une connexion parce que c'était tout doux. Jimin et les autres artistes poussent les enfants à utiliser leurs pinceaux pour peindre leurs rêves, ce qu'ils voudraient dans leur vie. Fermons les yeux. Rose, d'abord ferme les yeux. Pense à toi plus tard. Ouvre les yeux. Souviens-toi de ce que tu as dessiné quand tu as fermé les yeux. Et dessine cet espoir. Mon espoir, c'est de devenir vétérinaire. L'orange, ce sont les moutons. Et le bleu, c'est moi. Je veux devenir pilote. J'ai dessiné un avion parce que j'aime le ciel, la lune et le soleil. J'ai dessiné une ferme, mon frère et ma grand-mère. On peut avoir de la nourriture avec la ferme. Jimin sait bien que ces classes ne durent que quelques jours, que l'évasion est de courte durée pour les enfants. Mais c'est un début. Je ne pense pas que cet atelier de 5 jours va changer leur vie entière tout de suite. Mais cela va sûrement les influencer, les pousser à penser différemment, les laisser avoir de l'imagination. Ce qu'elle espère, c'est que ces enfants croient en eux-mêmes et en leur avenir. Tout le monde réfléchit. C'est quoi l'espoir? C'est le point de départ pour que les enfants s'amusent avec l'art et commencent à penser différemment. J'ai appris qu'on doit d'abord réfléchir et ensuite on commence à ressentir ses émotions. Mon rêve, c'est de devenir médecin. Si je deviens médecin, je gagnerai un bon salaire et je pourrai aussi aider mon village. La céréale la plus consommée au monde, la base de l'alimentation en Asie, le riz. Une graine qui apporte de l'énergie, mais pas tous les nutriments nécessaires à un bon équilibre. Dans certains pays comme le Laos, la surconsommation de riz entraîne des ravages chez les plus petits. Les parents doivent adopter de nouveaux réflexes, mais pour cela, tourner le dos à des siècles de tradition. Le Laos, en Asie du Sud-Est. On y cultive le riz gluant. On y consomme aussi la plus grosse quantité par tête au monde. Le riz, c'est 80% de l'alimentation quotidienne. Une céréale très énergétique, mais qui ne fournit pas tous les nutriments nécessaires à une alimentation équilibrée, en particulier aux enfants.
Cette dépendance excessive au riz a des effets désastreux sur leur santé. Plus du tiers des enfants de moins de 5 ans au Laos n'ont pas le poids requis. Près de la moitié sont rachitiques. Ce sont les chiffres les plus élevés de toute la région. Singh Sandialad est directeur adjoint du centre de santé de Tongwai. Il explique que les mères ne sont même pas conscientes du problème. Les parents ne nourrissent pas leurs enfants correctement car ils ne connaissent rien à la nutrition. Et lorsque les enfants tombent malades, ils ne savent pas pourquoi. C'est pour cela qu'il est très important d'examiner chaque enfant dans les villages pour dépister la malnutrition. Singh et son équipe font partie des 200 personnels de santé qui travaillent dans les 3 provinces les plus touchées par la malnutrition. Ils repèrent et soignent les enfants sous-alimentés. Aujourd'hui, ils voyagent pour se rendre dans les villages les plus reculés et contrôler les enfants de moins de 5 ans. Ils sont aidés par les bénévoles de la communauté et pour repérer les cas de malnutrition précoce, ils mesurent la circonférence de la partie supérieure du bras. Aujourd'hui, nous avons dépisté 9 enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée et 2 cas de malnutrition aiguë sévère. Le budget de ce programme s'élève à 1,2 million d'euros. Un programme soutenu par l'UNICEF, l'Union européenne et le gouvernement du Laos et qui vise à sensibiliser les communautés sur les causes de cette malnutrition. Ceux qui en sont déjà victimes, eux, sont traités au plus vite. Comme Mord, un bébé de 11 mois, il a été amené ici par sa tante. Son cas est grave. Quand nous trouvons des cas de malnutrition aiguë sévère, nous prescrivons 2 semaines d'aliments thérapeutiques prêts à consommer, fournis par l'UNICEF. Après 2 semaines, nous assurons un suivi du patient pour voir s'il a repris du poids. Le cas de Mord est l'exemple typique du mal dont souffrent les petits Laotiens. Allaité lorsqu'il était bébé, il est directement passé au riz, dont il se nourrit exclusivement. Sa mère travaille dans des plantations de café éloignées et c'est sa tante qui s'occupe désormais de lui. On lui donne des aliments thérapeutiques et aussi des conseils pour mieux nourrir le bébé. Le médecin m'a donné des conseils pour la santé de mon neveu. Il m'a dit qu'il était mal nourri et qu'il avait besoin d'un traitement et d'une autre visite dans 2 semaines. Il m'a dit que s'il continuait à être ainsi mal nourri, sa santé serait affectée. Car la malnutrition a une incidence non seulement sur le développement physique, mais aussi le développement cognitif des enfants. Plus d'1 tiers des décès d'enfants dans le monde sont la conséquence de la malnutrition. Aux enfants de moins de 2 ans, on prescrit également des poudres de micronutriments à ajouter au repas. Chaque sachet contient la dose quotidienne recommandée de 15 vitamines et minéraux et permet ainsi de réduire l'anémie et les carences en fer, les 2 principaux symptômes de la malnutrition. Mais à long terme, la solution passe par l'information, l'éducation des mères. Des femmes de la communauté ont été formées pour enseigner aux femmes enceintes et aux jeunes mères comment nourrir leurs enfants de façon plus équilibrée. Chaque mois, on leur apporte de nouveaux conseils. J'ai fait ma formation au siège du district et maintenant je donne aux femmes une éducation sanitaire. Je leur donne des conseils sur la nutrition et l'hygiène. Madame Vaughan est membre de l'Union des femmes du Laos, déléguée dans ce village. Depuis que j'ai commencé ce travail, j'ai remarqué qu'il y avait moins de maladies dans le village et que les enfants étaient en meilleure santé et mieux nourris. De retour à Bantangyao, la tante de Mord sait maintenant ce qu'il faut faire pour que son neveu ait une alimentation équilibrée. À partir de maintenant, en plus de la pâte, je vais ajouter de la viande, des œufs, des fruits et des légumes à son alimentation pour la rendre riche et qu'il soit en bonne santé. Partout au Laos, cette prise de conscience de plus en plus importante change les habitudes alimentaires. Pour les enfants du pays, c'est un espoir.
la malnutrition ne sera peut-être bientôt qu'un mauvais souvenir. C'est tout pour cette édition. Partagez les histoires du monde, c'est sur TV5 Monde. Je suis Charlotte Legris de la Salle et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans notre prochaine émission. Au revoir.